Bon, c'est la pause estivale et c'est le moment de faire un bilan de cette première partie de saison. Une saison à laquelle on s'attendait à avoir une domination de Verstappen et Red Bull et au final, cette saison 2024 n'est pas si décevante. Avec 7 vainqueurs différents, 8 pilotes exactement à être montés sur le podium, 4 écuries différentes ont gagné une course cette saison, 4 écuries différentes ont pris une pole position cette saison. Très clairement, cette saison 2024 est bien meilleure que ce qu'on espérait au tout début de la saison quand Red Bull dominait avec 30 secondes d'avance. Aujourd'hui, on va faire le point sur toutes les équipes une par une et voir comment s'est déroulée cette première partie de saison et qu'est-ce qu'on peut espérer pour les 10 prochaines courses à la rentrée de cette saison 2024. Bon, on va commencer par la dernière écurie au constructeur, Kick Sauber. Honnêtement, je pense que le mot maillon faible leur convient très bien. Actuellement, 19e et 21e, les deux pilotes Sauber sont absolument perdus. L'écurie est dans un flou total. Pour vous donner quelques statistiques sur cette écurie, leur meilleure arrivée à la fin d'un Grand Prix était lors de la toute première course à Bahreïn avec Guan Yu Zhou, une 11e position. Leur meilleure qualification était en Chine avec une Q3 et une 10e place de Valtteri Bottas. Cette équipe n'a jamais terminé dans les points. Actuellement, avec 0 points en classement constructeur, leur moyenne à l'arrivée est la 16e position. Leur moyenne sur la grille de départ est la 16e position. Entre les pit stops désastreux au début de la saison, le management très bancal, le développement inexistant, actuellement, Kick Sauber manque très clairement de performance. Alors à quoi est dû ce manque de performance chez Kick Sauber? Est-ce que c'est lié au départ de Frédéric Vasseur début 2023? Est-ce qu'on prépare la transition 2026 avec l'arrivée de Audi? Ou alors est-ce que tout simplement Kick Sauber s'est un petit peu perdu cette saison avec cette toute nouvelle identité? En tout cas, une chose est sûre, c'est déprimant pour les pilotes. En face à face, Valtteri Bottas actuellement marche sur Guan Yu Zhou, il n'y a aucun débat là-dessus. Le pilote finlandais fait un très bon travail avec le matériel qu'il a, mais c'est très compliqué de performer avec cette voiture et surtout pour ces deux pilotes en fin de contrat, c'est très compliqué d'essayer de trouver un baquet pour la saison 2025. Parce que oui, déjà de 1, les pilotes ont du mal à prouver ce qu'ils valent sur cette saison 2024, mais de 2, l'écurie n'est absolument pas intéressante pour les autres pilotes pour la saison 2025. On rappelle que l'année prochaine, ce ne sera pas encore Audi, mais Kick, et que pour l'instant, personne n'a été annoncé aux côtés de Nico Hülkenberg et surtout que personne n'est en pourparlers, personne n'est intéressé pour rejoindre cette équipe. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire sur cette écurie à part que ça déçoit énormément. Alors, je sais pas s'il y a des fans de Kick ou de Sauber, mais je pense que là, pour le coup, ça doit être le désastre. J'attends de voir si en deuxième partie de saison, l'écurie peut au moins marquer un point quand même. Essayer de finir une fois dans le top 10 d'ici la fin de saison, mais je pense que là, Kick est très mal parti et j'espère que ça prépare très bien la saison 2025. Alors cette fois-ci, on va faire un petit bloc vu que on va parler de deux écuries qui ont un profil assez similaire. On va parler de Williams et de Alpine. Deux écuries qui, au final, auraient dû se battre dans le midfield à la porte des points et qui se retrouvent très loin et presque décevantes d'un point de vue performance. On va commencer par Williams qui sont très clairement en totale reconstruction. On ne se le cache pas. James Wolf l'a déjà expliqué que cette saison 2024 n'avait pas pour objectif d'être performante, mais plutôt de restructurer cette écurie. Il y a eu quand même quelques petites performances. Albon a terminé 2 fois dans les points, à Monaco et Silverstone. Il y a eu quelques occasions aussi ratées par les stratégies ou les accidents et les faits de course, par exemple au Canada avec l'accrochage avec Sainz. Et de l'autre côté du garage, on a un Logan Sargent qui s'est totalement perdu avec la pression médiatique, le manque de performance. Il sera remplacé par Carlos Sainz en 2025. Très peu probable que Logan retrouve un baquet pour l'année prochaine. Donc au final, on se retrouve dans une situation où un seul pilote essaye de tirer l'écurie vers le haut et honnêtement, avec le matériel qu'il a, c'est très compliqué. Moi, personnellement, ce que je retiens sur ce début de saison 2024, c'est l'évolution de l'organigramme de chez Williams, qui a recruté énormément d'ingénieurs. Plus de 200 personnes ont rejoint l'écurie depuis l'arrivée de James Wolf. Il y a eu le recrutement de Sainz, qui est un excellent pilote pour la saison 2025. Et surtout, comme je vous l'ai dit, on est sur une grosse période de transition qui, je l'espère, va payer en 2025 et 2026. Si on regarde statistiquement parlant le début de saison 2024, Williams est plus ou moins où ils étaient en 2023, c'est-à-dire
une écurie qui flotte dans le midfield et qui arrive à saisir quelques opportunités. Malheureusement, ça ne suffit pas et actuellement, ils sont encore très loin au constructeur et ils sont pas si loin au final d'Alpine. Alpine qui réalise un début de saison assez particulier. Le début de saison d'Alpine, il était désastreux. Je pense que vous vous en souvenez tous. Toute nouvelle monoplace, nouvelle philosophie aérodynamique et nouveau concept de voiture qui n'a pas du tout fonctionné. On arrive sur les premières courses et les Alpines sont tout simplement en dernière ligne. La voiture la plus lente, la plus lourde et la moins efficace. Point positif sur ce début de saison, c'est que la voiture s'est clairement améliorée. Là-dessus, il n'y a rien à dire d'un point de vue performance. Aujourd'hui, Alpine arrive à finir dans les points et la voiture va bien mieux qu'en début de saison. Moi, ce que je retiens sur ce début de saison, c'est très clairement le manque d'organisation et surtout l'opérationnel qui est désastreux. Le bordel qu'on a en interne dans cette écurie a coûté des points. Alors certes, pas énormément de points, mais des opportunités que les pilotes auraient pu saisir. Quand on voit les pilotes en Hongrie se faire éliminer en Q1 ou quand on voit des stratégies bancales ou des problèmes mécaniques pour Pierre Gasly qui s'enchaînent, c'est dommage d'avoir redressé la barre d'un point de vue performance et de ne pas être capable maintenant de saisir les opportunités quand elles se présentent. Les deux pilotes font un bon début de saison avec le matériel qu'ils ont. Pierre Gasly actuellement à 6 points et Esteban Ocon à 5 points. Maintenant, il va falloir se pencher sur la suite de la saison parce qu'on a aussi appris le départ du coup de Bruno Famin qui quittera son poste dès le mois d'août et qui sera remplacé par Oliver Hawks, ancien team principal de chez Hightech en Formule 2 et Formule 3. Très clairement, ce remplacement est lié grâce à Flavio Briatore, un ami de Flavio Briatore. À voir maintenant s'il a les épaules pour tenir ce rôle chez Alpine et redresser la barre. Il faut savoir que Oliver Hawks devient le deuxième plus jeune team principal de l'histoire de la Formule 1. Tant vous dire qu'il récupère pas l'écurie la plus simple à gérer. Et aux dernières nouvelles, pour conclure cette première partie de saison, on a donc appris que Viry-Châtillon ne ferait pas les moteurs de Alpine en 2026 avec cette nouvelle réglementation. Et on a entendu des échos comme quoi Viry-Châtillon serait forcément très en colère et n'hésiterait pas à poser des problèmes en interne jusqu'à faire grève dans les prochaines courses ou les prochaines saisons. Vous l'avez compris, la situation chez Alpine, elle est loin d'être calme. Le début de saison a été très fatigant, épuisant. Pierre Gasly l'expliquait au Grand Prix de Belgique qu'il allait falloir profiter des vacances pour essayer de se ressourcer. Et au final, à contrario de Williams, où là on a un seul pilote qui extrait le maximum de cette voiture, là on a deux pilotes qui extraient le maximum de cette voiture, mais c'est l'écurie qui tire ses pilotes vers le bas. Alors pour ce bloc c'est assez particulier parce que autant Visa Cash-App RB, on va les appeler V-Carb, on s'attendait forcément à ce que cette équipe performe avec le retour de Daniel Ricciardo aux côtés de Yuki Tsunoda, autant je ne m'attendais pas à ce que Haas leur pose autant de problèmes en début de saison. Pour moi, Haas est clairement la meilleure surprise de ce début de saison 2024. On ne s'attendait pas du tout à les voir 7e à seulement 7 points de Visa Cash-App RB. Aya Komatsu qui avait récupéré du coup l'écurie en début de saison l'avait annoncé que la voiture ne serait pas bonne, que ça manquerait de performance et de développement et que cette saison serait tout simplement une transition. Et ben au final, l'écurie s'en sort un petit peu mieux sans Gunther Steiner. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Je n'en sais rien. Nico Hülkenberg est en train de réaliser probablement l'une de ses meilleures saisons. Il domine totalement son coéquipier Kevin Magnussen et malgré son âge, il prouve qu'il a encore le niveau et la vitesse pour être en Formule 1. C'est ce qui a probablement poussé Audi à recruter le pilote allemand pour la saison 2025 et 2026. Nico Hülkenberg a réussi à terminer 5 fois dans les points sur 14 courses, soit un tiers de la première partie de saison et a réussi à se mettre en Q3 à de nombreuses reprises. De l'autre côté, à contrario, on a un Kevin Magnussen en grande difficulté qui a un petit peu sacrifié son début de saison pour aider Hülkenberg, certes, mais ensuite qui s'est retrouvé menacé d'un race ban. On rappelle que Magnussen est toujours menacé d'être suspendu pour une course en cas d'accident grave. Seulement 5 points pour Kevin Magnussen, toujours pas de contrat pour la saison 2025. Ça a été un début de saison très compliqué pour le pilote danois et ça s'annonce quand même difficile sur la suite de la saison. Quand on voit un Nico Hülkenberg qui est capable de terminer à 2 reprises consécutives à Silverstone et en Autriche en 6e position et que Kevin Magnussen est en difficulté ne serait-ce que pour entrer dans les points, forcément on se pose un petit peu des questions du côté de chez Haas. Et face à eux, on a une écurie qui a un petit peu le même schéma mais de façon un petit peu moins dramatique. On va les appeler V-Carb, ce sera plus simple pour la vidéo, mais Visa Cash-App RB est actuellement la meilleure écurie du midfield, actuellement donc 6e au constructeur. Daniel Ricciardo est revenu dans cette écurie en tant que leader et patron pour mener à bien le développement de cette équipe et c'est exactement ce qui s'est pas passé. Daniel Ricciardo n'est toujours pas revenu à son niveau étincelant auquel on l'a connu, le niveau espéré qu'aurait pu lui permettre de rebondir chez Red Bull en 2025. Et face à lui, on retrouve un jeune
jeune pilote japonais qui a la dalle. Mais quand je vous dis la dalle, c'est qu'il est ultra performant. Yuki Tsunoda réalise un début de saison exceptionnel. Déjà prolongé pour la saison 2025 chez VCarb. Est-ce que ça aurait mérité Red Bull? Je vous laisse me dire dans les commentaires. En face à face, Daniel Ricciardo se fait atomiser face à Yuki Tsunoda. Alors au début de saison, on a remis en cause un châssis défectueux pour l'Australien, ce qui était vrai. Mais malheureusement, la suite de cette première partie de saison n'a pas forcément inversé la tendance. Actuellement, Tsunoda est 12e au classement pilote. Daniel Ricciardo, lui, est 13e. Seulement une place les sépare. Mais Yuki Tsunoda se retrouve à quasiment toutes les courses dans le top 10, se retrouve quasiment tout le temps en Q3 en qualification, là où Daniel Ricciardo plafonne en Q2 et a du mal à rentrer dans le top 10. À part les deux premières courses de la saison, VCarb a toujours eu au moins une voiture dans le top 10. Et ça, c'est une preuve de régularité. Et mine de rien, c'est que quand Tsunoda ne performe pas, Ricciardo est là pour performer. Et lorsque Ricciardo ne performe pas, Tsunoda est là pour performer. Et moi, je voudrais mettre en avant le très bon travail de Laurent Mekies, qui est arrivé en début de saison en tant que team principal. Sortant de chez Ferrari aux côtés de Frédéric Vasseur, je trouve que Mekies effectue un très bon travail. Début de saison, on avait eu quelques frictions entre les deux coéquipiers qui ont très bien été gérées. Et actuellement, je trouve que VCarb, en fait, s'en sort très bien. Avec un duo très solide, peut-être pas équivalent, mais presque. Et c'est ce qui fait une force face à As, du coup, qui là se retrouve avec un pilote exceptionnel et un pilote clairement en dessous. Le seul bémol peut-être sur la première partie de saison de VCarb, ça a été tout l'aspect transfert et c'est pas terminé très clairement avec l'avenir incertain et de Daniel Ricciardo et du Tsunoda. Ça a été réglé, mais il reste encore Hadjar et Lawson. On rappelle qu'Helmut Marko avait dit que si Isaac Hadjar remporterait le titre en F2, il faudrait absolument le placer en Formule 1. On rappelle que Liam Lawson avait eu une promesse d'être en Formule 1 sur la grille en 2025. Helmut Marko a aussi dit que Daniel Ricciardo aujourd'hui posait problème chez VCarb étant donné qu'il bloquait l'accès aux jeunes pilotes au vu de son âge. Et la situation chez Red Bull pour l'instant a pas évolué. Donc il y a un petit embouteillage sur cette écurie au niveau des baquets et ça peut peut-être un petit peu peser sur les pilotes ces questions à répétition sur leur avenir et sur les transferts qu'ils pourraient avoir. Mis à part ça, très clairement, VCarb et As nous font un très beau duel à l'entrée des points et j'ai hâte de voir à la rentrée si Hülkenberg sera capable encore d'aller titiller les deux VCarb et pourquoi pas rester devant au classement pilote. Bon, on arrive sur ce qui est censé être les top teams et malheureusement on va parler d'une écurie qui pour moi ne fait plus partie des top teams. Aston Martin, très clairement, la frustration commence à se faire ressentir. Après un début de saison 2023 exceptionnel, le début de saison 2024 est clairement insuffisant, frustrant, décevant. Alors très clairement, on ne s'en cache pas, que ce soit du côté des pilotes ou du team, la voiture manque de performance, manque de développement, elle n'est pas là où elle devrait être et surtout n'a pas réussi à développer aussi vite que McLaren, Ferrari ou Mercedes. La bonne nouvelle, c'est que sur cette première partie de saison, Alonso et Stroll ont déjà été confirmés, ce qui permet de garder une stabilité au sein de l'écurie et de développer et préparer la saison 2025. La mauvaise nouvelle, c'est le no man's land dans lequel ils se retrouvent aussi bien au championnat que sur la piste. Aston Martin se retrouve seul au monde. Pour ses 14 premières courses avec Aston Martin, seulement une fois l'écurie anglaise a réussi à se hisser dans le top 5. C'était à Jeddah avec Fernando Alonso. Pour le même nombre de courses en 2023, dites-vous qu'Alonso avait déjà 7 podiums. On retrouve malheureusement une signature chez Aston Martin qui est le manque de développement, incapacité de faire améliorer une voiture au cours de la saison. Ça commence à peser sur le pilote espagnol. Alonso a été clair, que ce soit à la radio ou en interview, la situation est pesante et commence à énerver le double champion du monde. Plus d'aide pour Lance Stroll, ça c'est terminé, surtout que maintenant Lance Stroll, sur cette première partie de saison, arrive à faire quasiment jeu égal avec Alonso. Si on regarde le face-à-face chez Aston Martin, Fernando Alonso a battu 9 fois sur 14 courses Lance Stroll en course. Pareil en qualification, néanmoins, Stroll l'a battu en qualif et en sprint 2 fois sur 3 sprints. Alors vous allez me dire, on est très loin d'une domination du pilote canadien, c'est totalement vrai, mais on est aussi très loin de la domination espagnole qu'on avait pu avoir en 2023. Fernando Alonso aujourd'hui commet des erreurs, se fait battre par Lance Stroll et n'est plus le pilote parfait qu'il était l'année dernière, ce qui peut, en plus du manque de performance de la voiture, commencer à faire beaucoup. De son côté, Stroll, je trouve, a fait un bon début de saison. Voilà, 2-3 petits coups d'éclat, 2-3 boulettes. Il marque des points, une course sur 2 au final. C'est pas catastrophique vu la voiture. Je m'attendais pas à grand chose de la part de Stroll et je trouve qu'il est plus ou moins au niveau où il devrait être. Il n'exploite pas la voiture au maximum. Il n'est pas non plus ridicule avec. Bref, c'est du Lance Stroll. Est-ce que pour la suite de la saison, Aston Martin va réussir à remonter la pente? J'y crois pas une seule seconde. Je vous laisse me dire dans les commentaires. Mais la suite de la saison risque d'être très compliquée et très longue pour ces deux pilotes. On va passer au bloc probablement le plus intéressant. Cette guerre, littéralement, à
3 équipes, Mercedes, Ferrari et McLaren. Entre inversion de pouvoir, rivalité et surtout un championnat extrêmement serré, c'est ces 3 écuries qui nous font au maximum vibrer depuis quelques semaines. En 14 courses, la saison 2024 s'est totalement inversée pour ces 3 équipes. Mercedes est devenue une écurie dominante alors qu'elle était dominée, Ferrari est devenue une écurie dominée alors qu'elle était dominante et McLaren a réussi entre guillemets l'impossible qui est de devenir la meilleure voiture sur cette saison 2024. On va commencer par l'écurie en forme sur ses dernières courses avant la pause estivale, c'est Mercedes. Il faut savoir qu'il a fallu attendre le Grand Prix du Canada pour avoir mieux qu'une 5e position. Le début de saison a été très compliqué, marqué par un double abandon au Grand Prix d'Australie, panne mécanique pour Lewis Hamilton et accident dans le dernier tour pour George Russell. C'est en arrivant au Canada que James Allison, directeur technique, a expliqué qu'ils avaient enfin compris quel était le problème sur cette monoplace. Il a même, je cite, dit qu'il s'en voulait de ne pas l'avoir trouvé plus tôt. Depuis, honnêtement, Mercedes déroule. Entre pole position, podium et victoire, on retrouve un Mercedes conquérant et clairement inquiétant pour les leaders. Sur les 6 dernières courses, Mercedes a au moins mis une voiture sur le podium à chaque Grand Prix. 3 victoires sur les 4 dernières courses de la saison. Lewis Hamilton, qui n'avait pas gagné depuis Jeddah 2021, s'est imposé 2 fois en 3 Grands Prix. Petite anecdote très drôle, je le dis sur le ton de la vanne, mais ça me fait beaucoup rire. Depuis le mail anonyme qui est paru dans le paddock au Canada, comme quoi Lewis Hamilton se faisait saboter, on a d'un seul coup retrouvé une performance exceptionnelle et un niveau de Lewis Hamilton assez incroyable. C'est très drôle, il n'y a aucun lien, je sais, mais j'étais obligé de le mentionner. Malgré les 2 pôles de George Russell, que ce soit donc au Canada ou à Silverstone, je pense que Mercedes manque encore un tout petit peu en qualification par rapport à son rythme de course. Et bien évidemment, cette première partie de saison, elle est marquée par le nombre de points ratés par George Russell, pas par sa faute. Disqualifié à Spa-Francorchamps pour un problème technique, abandon sur panne mécanique à Silverstone alors qu'il partait en pole position, accident dans le dernier tour en Australie. Aujourd'hui, George Russell se retrouve 8e au classement pilote, mais mériterait d'être bien plus haut et est très clairement un candidat pour les victoires chaque week-end. Lewis Hamilton, lui de son côté, est actuellement 6e au classement pilote dans une bataille extrêmement serrée. Mercedes est actuellement 4e au classement constructeur à 100 points de McLaren, un petit peu loin quand même. Et en interne, force est d'admettre que George Russell réalise une excellente saison vu qu'il domine et en qualification et en course Lewis Hamilton, et pas qu'un peu. À l'opposé de cette équipe, on retrouve mon équipe de cœur et ça me brise le cœur, c'est le cas de dire, Ferrari. Parti sur les chapeaux de roue, étant l'équipe qui aurait pu aller titiller Red Bull, actuellement Ferrari s'est effondré tout simplement. Présente sur le podium durant les 4 premières courses de la saison, doublée en Australie suite à l'abandon de Max Verstappen, un week-end un petit peu raté entre guillemets en Chine, mais de retour sur la plus haute marche du podium à Monaco avec Charles Leclerc, il a fallu attendre le Canada pour que Ferrari s'effondre en termes de performance et passe derrière McLaren et Mercedes. La raison de ce manque de performance, elle est très simple. Un package aérodynamique qui a totalement bouleversé le développement de sa voiture. Les pilotes se sont retrouvés avec ce qu'on appelait du bottoming, qui dérègle totalement les réglages de la voiture et surtout qui dérange d'un point de vue conduite les 2 pilotes. Ferrari a essayé de comprendre et a pris du temps et s'est servi des week-ends de course pour comprendre le problème de sa voiture jusqu'à revenir à une ancienne version de la Ferrari, perdant donc plusieurs semaines voire des mois de développement. Malgré ses performances désastreuses, on a quand même eu 2 podiums. On a eu le podium de Sainz en Autriche avec l'accrochage de Verstappen et Norris. On a eu le podium de Leclerc à Spa-Francorchamps avec la disqualification de George Russell. Mais c'est vrai qu'une question se pose. Si vous êtes Lewis Hamilton aujourd'hui, est-ce que vous êtes inquiet d'avoir signé chez Ferrari? Parce que là, Ferrari a pris beaucoup de retard. Il va falloir que le développement soit bon et efficace dans les prochaines courses. Si on regarde en interne, il faut quand même noter la très bonne performance de Charles Leclerc qui domine son coéquipier Carlos Sainz. Alors, il y a eu un double DNF au Canada. Carlos Sainz a été absent à Jeddah suite à son opération de l'appendicite. Le Monégasque a battu son coéquipier 8 fois sur 12 en course sur cette saison 2024. Mais quelque chose me surprend avec cette saison 2024 ultra particulière, c'est que actuellement Leclerc est toujours 3e, Sainz est toujours 5e du classement pilote. Ils sont à 12 et 27 points de Norris qui est 2e au classement pilote. Et Ferrari n'est que 3e au classement constructeur à 29 points de McLaren. Ce qui veut dire que malgré les derniers mois désastreux de Ferrari, Ferrari est toujours très présent dans cette bataille au championnat. Ça s'explique tout simplement par un championnat très serré où les positions s'échangent tous les week-ends. On a un nouveau vainqueur et une nouvelle écurie sur la plus haute marche du podium.
podium. Et donc forcément, ça neutralise un petit peu les différences de points et ça permet à Ferrari de survivre dans cette phase difficile. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Ferrari peut tenir sur le reste de la saison à cette position. Est-ce que Ferrari va rester devant Mercedes? Est-ce que Ferrari peut aller chercher McLaren? J'attends vos retours dans les commentaires et on va justement parler de McLaren. Les vainqueurs de cette bataille à 3, c'est clairement McLaren. Voilà, il faut être honnête, aujourd'hui McLaren se retrouve avec la meilleure voiture en Formule 1, partie pourtant de très très loin au début de la saison 2024. C'était annoncé dès le début de la saison par Andrea Stella, le team principal de McLaren, que McLaren serait en retard dans le développement de sa voiture et qu'au début de la saison, McLaren n'aurait pas toutes les pièces espérées pour pouvoir performer au meilleur de sa forme. Il a fallu attendre la 5e course de la saison au Grand Prix de Chine pour avoir le premier podium de McLaren et puis s'en est suivi l'amélioration à Miami. Ce package aérodynamique qui a totalement bouleversé la McLaren. L'histoire ensuite, vous la connaissez, Lando Norris remporte directement sa première course. Depuis, McLaren a toujours eu au moins une voiture sur le podium. Oscar Piastri s'est imposé en Hongrie, premier doublé de McLaren depuis 2021. Bref, vous l'avez compris, McLaren est devenue la force qu'elle voulait être. Pour moi, la McLaren, et je pense qu'il n'y a aucun débat là-dessus, est de loin la meilleure voiture, que ce soit en termes de performance, de vitesse, de dégradation, de fiabilité. Aujourd'hui, la McLaren excelle dans quasiment tous les domaines. On rappelle que Norris a pris 2 pole positions sur cette première partie de saison, une en Espagne, une en Hongrie. Mais je reste un petit peu sur ma faim sur ce début de saison de la part de McLaren. J'ai l'impression que McLaren a raté énormément d'opportunités de victoire et de podium, dû à des erreurs de stratégie, de prise de décision, de pit stop. Actuellement 2e et 4e au classement pilote, 2e au classement constructeur pour McLaren. Honnêtement, si on reprend toutes les erreurs des derniers mois, il y a minimum 3 victoires qui ont échappé bêtement à McLaren. L'avance sur les 2 championnats aurait pu être bien plus importante et l'écart avec Verstappen et Red Bull aurait pu être bien plus faible. Personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de choquant non plus dans ces erreurs. McLaren ne s'est pas retrouvé dans cette position depuis plus de 10 ans. Très clairement, McLaren n'avait plus l'habitude de gagner. McLaren n'avait plus l'habitude de penser pour gagner. Il va juste falloir en tirer des très bonnes conclusions si McLaren souhaite rattraper Verstappen et Red Bull et essayer de s'améliorer pour faire un sans faute sur la 2e partie de saison. Sur les 8 dernières courses, seulement 4 pilotes ont réussi à marquer plus de 100 points. Max Verstappen, Oscar Piastri, Lewis Hamilton et Lando Norris. La bonne nouvelle, on a 2 pilotes McLaren dans ce top 4. La mauvaise, c'est que c'est Verstappen qui est encore premier malgré le fait qu'il n'est plus la meilleure voiture. Et ça confirme une seule chose dont on va parler. Verstappen aujourd'hui est toujours le pilote le plus efficace et performant, même sans la meilleure voiture. Probablement la partie la plus intéressante pour finir cette vidéo. On va parler de la situation de la première partie de saison de Oracle Red Bull Racing. Oui, j'ai cité le nom complet car la situation est inquiétante, il faut être honnête. Qui aurait pensé il y a encore 6 mois qu'on retrouverait une Red Bull dans cet état-là? Une écurie qui doute, une écurie perdue, qui ne domine plus et surtout qui n'a plus la meilleure voiture. Vous vous souvenez de cette photo là de GP aux essais hivernaux lorsqu'on avait compris que Max Verstappen avait la meilleure voiture parce que c'était le cas. 3 doublés sur les 4 premières courses, seulement un petit DNF en Australie, mais rien d'inquiétant. 30 secondes d'avance sur l'écurie suivante lors de la première course. Red Bull était parti sur des chapeaux de roue. La deuxième petite inquiétude, elle est arrivée à Miami avec la victoire du coup de Norris et surtout le rythme de McLaren. Mais au final, sur ces 14 premières courses, Verstappen, il en gagne 7. Il gagne la moitié des courses de cette première partie de saison. Il est en tête du championnat pilote. Il est en tête du championnat constructeur avec Red Bull, même si Perez participe pas. Mais mine de rien, ces dernières semaines de Formule 1 avant la pause estivale, forcément, doivent inquiéter Red Bull. Tout simplement, la Red Bull n'est plus la voiture dominante qu'elle n'était. Une seule pole position, une seule victoire sur ces 4 dernières courses, un seul podium. Clairement, Red Bull est en train de s'écrouler. La Red Bull ne domine plus. À ça, vous pouvez rajouter un coéquipier totalement amorphe. Il faut être honnête, Sergio Perez fait probablement sa pire saison en Formule 1. Aucune victoire en 2024 pour Sergio Perez, aucune pole position. Alors oui, 4 podiums au début de la saison, mais plus aucun depuis le Grand Prix d'Espagne. À ça, vous pouvez rajouter beaucoup d'accidents, de sorties de piste, beaucoup de casses, beaucoup de dégâts et d'argent perdu pour Red Bull. On peut aussi rajouter les éliminations en Q1 à plusieurs reprises, en Q2, les sorties de piste, les pénalités. Bref, Perez ne mérite pas, tout simplement, de continuer chez Red Bull pour la deuxième partie de saison. Moi, j'ai aucune honte de le dire. Vous me direz si dans les commentaires vous êtes d'accord ou non, mais pour moi, actuellement, ce que Perez fait, c'est peut-être pas intentionnel, mais il est en train de saboter le championnat et de Verstappen et de Red Bull. Parce qu'en manquant de performance, vous n'êtes pas là pour protéger votre coéquipier, vous n'êtes pas là pour marquer des points au constructeur et je serais pas du tout étonné de voir Red Bull perdre le constructeur en 2024. Pour finir cette vidéo, il y a 2 points que je voudrais aborder. Le premier, c'est ce que les gens doivent penser de Max Verstappen très récemment. On a retrouvé un Verstappen agressif, peut-être trop. Je trouve en tout cas qu'on a retrouvé un Verstappen combatif et ça c'est cool.
On va voir jusqu'à où Verstappen va se combattre parce qu'on sait que quand Max Verstappen se bat, il le fait à sa façon. Mais je trouve ça assez cool de voir un pilote aussi talentueux que lui revenir dans des duels et nous proposer de très belles batailles en piste. Et pour finir cette vidéo, c'est le dernier point, tout simplement, de chez Red Bull. Je suis assez, pas surpris, mais stupéfait de voir à quel point Verstappen est toujours décisif, est toujours aussi impressionnant et performant, même sans la meilleure voiture. Il est capable d'aller se battre. Il est capable de sortir des dixièmes qui n'existent pas dans cette voiture et il est capable pour l'instant de garder la tête du championnat. Pendant combien de temps? À vous de me le dire dans les commentaires. Encore une fois, cette vidéo, elle est faite pour vous et pour débattre justement sur cette saison 2024. Moi, j'ai fait le tour en tout cas de cette première partie de saison. Ça a été très long, je sais, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Et oui, la saison est beaucoup plus passionnante qu'on ne le pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser votre meilleur like, à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à débattre sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, bien évidemment. La F1 reprend dans quelques semaines. On verra si les tendances vont s'inverser ou non pour la suite de cette saison 2024. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, faites attention à vous, prenez soin de vous. C'est le plus important. Ciao, ciao.